La foulée nilebronnoise en action. Pour sa 9e édition, la montée du Wintersberg a rassemblé près de 150 coureurs. Un parcours de 12 km et demi attendait les athlètes. Le tracé en forêt permet à chacun, sportif ou supporter, de profiter des nuances de couleurs de l'automne. Au sommet, le brouillard épais ne semblait pas perturber la course. À l'arrivée, on fait le bilan de la performance, gardant parfois de bien durs souvenirs. Et la première partie, moi, ça m'a cassé. Hein. Le fait de me retrouver dans le groupe complètement comme ça, là, bloqué. Plus rien après. Hein. Pour repartir, relancer les 2 premiers kilomètres, après, ça a coupé les jambes. Hein. J'ai très mal. La compétition est finalement remportée en 53 minutes 17 par le triathlète Pascal Schuller. Un record qui servira de référence pour les prochaines éditions. Nouvelle entreprise high-tech à Niederbronn-les-Bains. Dans la zone industrielle du Sundholz, l'usine Capitol a ouvert ses portes. Un investissement de 60 millions de francs pour l'entreprise américaine, déjà propriétaire de 2 usines aux États-Unis. Plasturgie à l'honneur. L'usine fabrique entre autres des tubes plastiques à couvercle lié destinés aux industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Une extension de l'activité industrielle sur nos communes qui ne peut s'avérer que positive, notamment pour l'emploi, mais également pour le développement économique cantonal. Oberbronn a fêté la châtaigne. Les rues de la commune se sont remplies d'artisans et de musiciens. Pour le bonheur des papilles, la châtaigne s'est vendue sous toutes ses formes. Marron chaud, boudin ou directement au kilo, chacun fait ses achats dans la bonne humeur. Un concours entre 10 restaurateurs est organisé, jugement au goût, à l'aspect, à l'assaisonnement et à la consistance. Le vainqueur se voit remettre une peinture et la fête continue jusque tard dans la soirée. Au centre de rencontre franco-allemand, à proximité du cimetière militaire de Niederbronn-les-Bains, on prépare une cérémonie sous le signe de l'Afrique. La structure change de nom, devenant Centre de rencontre Albert Schweitzer, une dénomination plus en accord avec ses activités. On essaye de faire en sorte que les jeunes qui viennent ici soient toujours très actifs, qu'ils ne consomment pas un produit et qu'ils ne soient pas passifs. Donc on encourage à une prise de responsabilité, tout comme d'ailleurs Schweitzer prenait ses responsabilités. Les collégiens de Niederbronn et les élèves de la Carmélite Realschule de Worms prennent une part active dans la célébration. Au programme, synthèse de la vie du pasteur médecin, puis inauguration d'une sculpture baptisée par l'artiste À l'écoute de la forêt. Cette œuvre forme un trait d'union entre le centre et les promeneurs. Pour finir, la plaque est découverte sur la musique de l'orchestre de Pamina.
crèche est ouverte de 7h jusqu'à 18h30, donc les enfants ont la possibilité de venir quand ils souhaitent, aussi bien à 7h, 8h qu'à 10h. En halte garderie, on est ouvert de 7h45 à midi et de 13h45 à 18h. Et là, c'est la même chose, les enfants arrivent échelonnés. On a une capacité totale de 20 enfants. En mini-crèche, on a 12 enfants. En halte garderie, on a 8 enfants. En mini-crèche, on accueille des enfants qui ont de 3 mois à 3 ans. Et en halte garderie, on les accueille de 3 mois jusqu'à l'âge de 6 ans. Au début, on fait une période d'adaptation, aussi bien pour les enfants de crèche que pour les enfants de halte garderie. Ça nous permet à nous de mieux les connaître, aux parents de pouvoir nous faire confiance également. Mais le contact s'établit très très facilement. Ils ont d'abord la possibilité de faire des activités libres, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, entre guillemets, puisqu'on a tout moment à disposition les Lego, la dinette, les voitures, les poupées, les instruments de musique, tout ça c'est à disposition. Et après on propose des activités plus ou moins dirigées, c'est-à-dire qu'on a des activités qu'on leur propose mais qui sont assez libres, pâte à modeler, pâte à sel, dessin, peinture, psychomotricité, musique, danse, où ils font un peu ce qu'ils veulent. Et après on a des activités beaucoup plus dirigées pour les plus grands aussi, où on leur demande de peindre à l'extérieur, à l'intérieur, de coller des gommettes dans un endroit, de faire des choses beaucoup plus dirigées. Mais à aucun moment l'enfant n'est obligé de faire une activité, on lui propose l'activité mais ce n'est pas une obligation. On est une structure ouverte, c'est-à-dire que les parents peuvent venir à tout moment. On n'empêche pas une maman de venir, de rester prendre le goûter avec nous. C'est vraiment une ambiance chaleureuse. On suit le rythme des enfants, c'est-à-dire que les petits peuvent dormir quand ils le souhaitent, les petits peuvent manger quand ils le souhaitent. Normalement, l'heure du repas est à 11h, mais si un enfant dort à 11h, il va pouvoir manger à 11h30 ou à midi ou quand il le souhaite. Mais il n'y a aucun favorisé à un moment. On suit les habitudes, on suit les régimes des enfants, on suit les particularités d'un enfant, s'il a plus besoin de sa tétine ou pas, mais les limites sont les mêmes pour tout enfant. On ne tape pas les enfants, on ne les secoue pas, je veux dire, on va expliquer à l'enfant que non. Si vraiment l'enfant ne veut pas comprendre et continue à chercher, on l'assied sur une chaise, on s'assied en face de lui, on lui dit maintenant tu restes assis 2 minutes, tu réfléchis à ce que tu as fait. Et ça suffit, c'est notre seule punition et ça suffit largement. Et je tiens là à dire qu'on est tout à fait honnête envers les parents, c'est-à-dire on va dire aux parents ça s'est bien passé, ou on va dire aux parents, on lui a dit non 5-6 fois, il n'a pas voulu écouter, il était assis sur une chaise 2 minutes, il a réussi à se calmer, il est reparti jouer. À tout moment on le dira aux parents. En crèche ou en halte garderie, l'enfant est avec d'autres enfants, donc entre eux se crée toute une relation, l'enfant apprend à partager, apprend à se défendre aussi, je dirais. Il apprend aussi à attendre, puisque chaque enfant est servi, chaque enfant peut jouer, mais des fois il y a des jouets qu'on a en exemplaire unique, donc c'est un après l'autre. Il apprend en fait la vie en collectivité. Je pense que la crèche a ses avantages tout comme ses inconvénients. Il faut que les parents, lorsqu'ils choisissent leur mode de garde, il faut avant tout que les parents se sentent en confiance et se sentent bien, qu'ils choisissent la crèche, la nourrice, rester à domicile. Il faut que les parents se sentent en confiance. La crèche ou la halte garderie, c'est offrir à l'enfant un lieu de vie sécurisant, stimulant. Comme ça marche, regardez, c'est le petit train du Paris-Bordeaux qui se promène, c'est le petit train du Paris-Bordeaux qui se promène au bord de l'eau. Nous nous trouvons donc sur la déchetterie de Niederbronn-les-Bains qui dessert quelques 14 000 habitants sur le secteur. C'est la fin de la chaîne de l'apport volontaire en somme. C'est-à-dire vous faites des rangements chez vous, vous avez des déchets verts, vous avez des produits de tonte, vous avez des produits de taille dans votre jardin, etc. Là, vous amenez les produits sur une déchetterie. Le restant de l'intervention du SICTOM réside essentiellement à la collecte et le traitement des déchets ménagers sur l'ensemble du secteur. Donc cette collecte se fait en porte-à-porte. Les déchets sont transférés
sur le centre d'enfouissement technique du Winzenbach, où ils sont traités, compactés et bien sûr à l'entrée contrôlée. Et nous mettons maintenant en place cette fameuse poubelle bleue qui viendra donc en complément de la poubelle traditionnelle. L'ensemble des ménages en seront dotés d'ici le 31 décembre. Là, on y mettra tout ce qui est flaconnage plastique, les emballages papier, carton, le papier, les illustrés, les journaux. On y mettra aussi les packs alimentaires. Et tous ces produits iront donc transiter par un centre de tri où ils seront triés en fonction des différentes catégories de produits. Le SICTOM a engagé pour une période donnée un certain nombre de personnes que nous appelons ambassadeurs ou ambassadrices du tri, qui vont donc dans les ménages prêcher la bonne parole et qui vont donc donner toutes les informations, les indications nécessaires. Ils distribueront notamment un guide du tri qui est en somme un peu un lexique très complet, c'est un peu la Bible du SICTOM, où on peut retrouver l'ensemble des produits et leurs filières. Il y a à peu près 370 kilos par habitant et par an, ce qui nous ramène sur l'ensemble du secteur à quelques 25 000 tonnes de déchets ménagers. Et grâce à la poubelle bleue, sur ces 25 000 tonnes de déchets ménagers, nous souhaiterions ou nous espérons détourner vers une filière de valorisation quelques 6 à 7 000 tonnes. Il y a une progression de toute façon évidente et normale du coût des traitements des déchets de par toute la réglementation qui s'impose à nous, donc, et que nous devons respecter. Mais j'en rappelle une qui est qu'au 1er juillet 2002, l'enfouissement en centre en décharge pratiquement est interdit, sauf aux déchets ultimes. Il faut savoir que nous ne sommes pas innovants en la matière. À l'heure actuelle, il y a 2 Français sur 3 qui trient déjà. Donc les choses commencent vraiment à s'étendre sur l'ensemble du plan national. Mais il faut savoir aussi que l'effort que nous demandons à l'usager de faire son tri nous permet par ailleurs d'avoir des aides pour toutes les matières qui sont valorisables. Et donc, dans une certaine mesure, que je relativise, de maintenir quand même le coût de la collecte et du traitement du déchet ménager dans des limites, somme toute, encore raisonnables. Vous savez, nous sommes dans une société de consommation, il faut être vigilant. Et je crois que si, quelque part, nous voulons à nos enfants léguer une terre qui soit encore acceptable pour vivre avec la nature et avec un environnement non hostile, je crois que l'effort, il faut le faire maintenant déjà. Nous pratiquons un art martial qui s'appelle le Go-Shin-Jitsu, qui est issu de techniques anciennes Jiu-Jitsu. Go-Shin-Jitsu veut dire protection du corps. Go, c'est la protection. Shin, c'est l'esprit, c'est le corps. Jutsu est la technique. Pour débuter, je les prends à partir de 6 ans. 6 ans, c'est le cours pour les tout petits. Ensuite, il y a aussi un cours pour adolescents à partir de 10 ans. Et il faut tout de suite leur apprendre à se contrôler. Ça, c'est très important. Comme ça, plus tard, ils sauront comment réagir, mais sans faire mal à leurs camarades. Bien sûr, au départ, c'est plutôt pour jouer. C'est un amusement, ça bouge. Et après, ils apprennent quand même les rudiments déjà de positionnement, apprendre ce qu'est leur corps, apprendre un petit peu, bien sûr, d'autres choses qu'on a dans la vie, c'est-à-dire tout ce qui est politesse, respect des autres, ce qui est important, je crois, là maintenant aussi. Actuellement, les gens, ils n'ont plus la connaissance de leur corps. Ils pensent que le corps, c'est comme une machine qu'on met en marche le matin et qu'on éteint le soir. Mais en fait, un corps humain a une très très grande perspective. Il y en a qui portent l'accent sur la spiritualité. Il y en a d'autres un peu moins, mais ça, c'est toujours un petit peu la réceptivité des gens. Mais l'étiquette, quand même, est là pour le salut, respecter les autres, faire attention, la politesse. Donc c'est un ensemble de choses et une bonne éducation pour les jeunes et les moins jeunes, parce que des fois, c'est pas mauvais du tout de faire une révision de ce côté-là aussi. Les grades sont décernés comme au Japon.
Il y a la ceinture blanche avec des barrettes jusqu'à la ceinture marron. Après la ceinture marron qui est le premier cue. Et après ça, il y a la ceinture noire qui est Shodan. Toutes les techniques que nous pratiquons sont en japonais. Alors c'est pas pour compliquer les choses, en fait, ce sont pour les simplifier. Puisque il y a des gens qui voyagent, qui vont aux US, qui vont en Angleterre, en Allemagne, puisqu'on a des contacts bien sûr avec d'autres clubs, et ben le langage est universel. Nous dépendons de Maître Obata, qui entre autres, le Shinkendo, donc l'art du sabre, est instructeur actuellement encore, mais avant il était instructeur à la police spéciale de Tokyo. On le rencontre au moins une fois par an, puisqu'à ce moment-là il fait une tournée en France. My name is Toshishiro Obata. Originally from Tokyo, Japan. Now I'm living in Los Angeles, California, in USA. I'm Shinkendo's founder and master. Judo, Kendo are now like a competition style martial art. Of course, competition is one hand is important, but another one more spirit practice more important. C'est un travail sur l'énergie. On essaye d'emprisonner l'adversaire dans son propre mouvement. Et c'est là qu'on passe la technique. C'est par surprise. Ça peut paraître pour certains un peu barbare, ceux qui n'ont jamais rien fait. D'autres qui ont déjà pratiqué, ils vont reconnaître certaines techniques. Le plus simple, en fait, il ne faut pas faire un grand discours. Il faut venir, regarder et pourquoi pas essayer.